Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'économie sacrifiée de la France. L'économie sacrifiée, c'est que l'élite politique n'ose pas justement nous dire, n'ose pas justement révéler au peuple français. Tout le monde le sait, tout le monde le constate que la dérive française sur les dernières décennies se mesure avec deux chiffres entre 1980 et 2023. La dette publique française a été multipliée par 5 ou 6 ou 7, si je ne me trompe, en valeur réelle, progressant de 20% à peu près à plus ou moins 111,9%, disons 112% du PIB. Sur la même période, le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants est passé de 70 à plus ou moins 84. Indépendamment de l'augmentation de la population, la France publique a donc accru ses effectifs d'un cinquième. D'après le bon sens, quand on est endetté, le bon sens veut qu'on réduise ses charges. Mais non, non. La France ne l'entend pas de cette manière. Elle continue de faire la fête. Elle continue d'augmenter les postes administratifs. Bref, gâchis d'argent, difficulté de croissance de la mission du service public, là n'est pas la question principale. Mais alors, si ce n'est pas là, alors, faut-il incriminer les responsables politiques qui se sont succédés? Après tout, ils ont été élus par toi. En tout cas, moi, je ne fais que m'interroger. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement au graphe et on va observer justement la situation de la France. Et ce graphe que je vais partager avec toi, c'est un site d'Eurostat, un site de statistiques économiques qui est financé par les 27 pays de l'Union africaine. Voilà ce que nous dit le graphe. Voilà, on est ici. On est bien sur le site esse.europa.eu, Eurostat, hein. Donc, comme tu peux le voir, Eurostat. Donc, c'est la balance commerciale ici qu'on analyse. Et le site, justement, nous donne la balance commerciale de tous les 27 pays de l'Union européenne, mois après mois. Comme tu peux le voir, on est ici le 11 du mois 2023, 10 du 3 2023, 9 septembre 2023, et ainsi de suite jusqu'à janvier 2023. Et on peut partir jusqu'à voilà, 2012, on peut remonter jusqu'à depuis le début de la création de l'Union européenne. On constate par contre que le mois de décembre n'a pas été pris en compte parce que justement, ben voilà, il faut toujours prendre en compte, il faut que justement le mois d'après puisse finir, histoire de tout comptabiliser. Bref, qu'est-ce qu'on constate? Et l'Allemagne que tu vois ici, j'espère que tu vois bien l'écran, je vais monter ceci. On constate que l'Allemagne par mois, son chiffre d'affaires va à quoi? Par exemple, rien que pour le mois de novembre 2023, l'Allemagne est autour de voilà, 19 millions, 19 millions 500 100 milliards de bénéfices. Ça, c'est par mois. En octobre, qu'est-ce qu'on constate pour l'Allemagne aussi? Pareil, 19 milliards. Pareil. Donc, je peux cliquer sur les deux autres. Voilà, on constate que l'Allemagne ici qui est en vert, là que tu vas voir ici, l'Allemagne reste toujours positive. La balance commerciale de l'Allemagne est toujours positive. Par contre, où est la France? Regardez, tous ces pays qui transitent, qui commencent des zéros vers la droite, on voit qu'ils sont toujours dans la balance positive. Les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, ça c'est le mois de novembre, hein. Et puis, tout en bas, qu'est-ce qu'on constate? La France en rose ici. Et où est-ce qu'on voit la France ici? Voilà, balance négative, à peu près moins 7 000, moins 7 milliards 900, 7 milliards 900 millions, 969 millions. Ça, ce n'est que le mois de novembre. Octobre 2023, où est la France? Voilà la France. Qu'est-ce que la France a fait? Moins 10 milliards, moins 10 milliards 102 millions 800 000 euros de déficit, les amis. On parle de la balance commerciale. Septembre, où est la France? Toujours les derniers de la classe. On constate que moins à peu près 11 milliards. Août de la France, 11 milliards.
toujours déficitaire. Juillet, où est la France, propre 10 milliards, 10, enfin 10 000, voilà, 10 500, 10 503 milliards. Voilà. Juin, ouais, déficitaire, pareil. L'Allemagne, par contre, toujours positive, hein. Il y a bien d'autres pays qui font mieux que la France, la Roumanie. Vous voyez, déficitaire, ouais, 9 milliards 328 000 millions 800 000. Mais où est la France? Voilà, encore déficitaire. Avril, comme tu peux le voir, quelle est la balance commerciale de la France? Hors déficitaire ici, on voit bien, voilà, 12 milliards 527 000. En mars, qu'est-ce qu'on constate? Où est la France? Comment ça? Qu'est-ce qu'on constate? Combien? Moins 9 milliards 793 millions. Et déficit. Février 2023. Qu'est-ce qu'on constate? Combien la France? Un bel exemple. Voilà. Moins 12 milliards 79 millions 100 000. Janvier 2023, où est la France? On raccourcit, on va tout en bas. Et qu'est-ce qu'on voit? Où est la France? En janvier, la France est encore moins 13 milliards 910 millions 300 000. Décembre 2022, ben, pas de surprise non plus. La France en dernier avec un déficit de moins 17 milliards 576 millions 800 000. Et tu peux remonter comme ça, 5 ans, 10 ans, depuis 2000, les années 2000, 1999, la France, depuis vraiment la création de l'euro, la France n'a jamais été excédentaire dans sa balance commerciale. Ce sont les stats. Contre, il y a des pays qui font mieux. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, le Danemark, Tchèque, Slovénie, Suède, qui maîtrisent mieux leur balance commerciale. Et la France. Mais qu'est-ce qui ne va pas justement avec cette France? Qu'est-ce qui ne va pas justement avec cette France? C'est donc, moi, je voudrais qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup du marketing, il y a beaucoup de la poudre qu'on nous jette aux yeux, mais la réalité est tout autre. Tout ce qu'on te parle à la télévision, justement, du déficit français, justement, et beaucoup ne comprennent pas, ben, c'est ça, c'est grave. Tous les économistes crient alerte, alerte, la France est au bord du chaos. Eh bien, c'est ça, ce que je viens de te montrer. Maintenant, je veux aussi partager avec toi encore un autre graphique qui va encore te montrer, c'est pas fini, hein, la gravité dont je fais allusion ici. On va prendre encore un deuxième graphique, hein. C'est aussi perspective du monde. Ici, qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence aussi la balance courante en dollars. La balance courante en dollars. C'est quoi la balance courante en dollars? Comme tu peux le voir ici, la balance courante est un indicateur économique complexe au départ, comme toute balance, y compris celle des particuliers. Elle tient compte des entrées et des sorties, des recettes et des versements. Elle est donc composée des différents soldes. De manière plus spécifique, elle indique le solde des mouvements des biens et services ainsi que des flux de revenus, de placement entre un pays et le reste du monde. Ah, ta capacité à vendre simplement, ta capacité à vendre. Donc, ce qu'on va faire ici, voilà. Voilà la France, hein. Depuis 2000, la France est en noir ici. Qu'est-ce qu'on constate? Depuis 2000, l'entrée en euros, c'était en 1999. Regarde la balance de la France. Regarde la balance de la France. Ouais. Elle était plus ou moins excédentaire ici avec plus ou moins 37 milliards 801 millions 148 627. Et puis, dès son entrée en euros, il y a eu peut-être une jambe de hausse, histoire d'appâter, d'amadouer les, les dindons de la farce. Et puis après, c'est fini. Dégringolade totale. La France n'a jamais été excédentaire. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez la France. Où est-ce qu'elle se situe? En 2020, bon, ici, le graphique ne fait qu'analyser la balance commerciale des 5 dernières années. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains pays qui introduisent justement leur data un peu tardivement. Ici, on s'arrête en 2020. Bon, voilà. En 2020, bon, ici, on est à 2022. On voit bien, regardez la situation de la France, moins 59 milliards de déficit. Ça veut dire que la France n'arrive pas à vendre, simplement. Et quand je compare deux pays, vous voyez, commerce, hein, on est commerce. Là, c'est du pur business. Quand on compare la France et l'Angola, par exemple, regardez ce qui se passe. L'Angola fait mieux que la France. Pourtant, en termes de superficie, l'Angola est plus grand que la France.
quand on compare, par exemple, je vais comparer, voilà, ils ont parlé de la Russie, par exemple. Où est la Russie? Ah ouais, la Russie. Là, ce qu'on constate, la Russie est en rouge et la France en bleu. Ouais, ouais. Mais ici, là, ici, on voit les vrais chiffres, hein, les amis. Hein, on est loin de la grandeur glorieuse de la France. On est loin du fantasme que certains influenceurs de la droite essayent de vendre en public histoire de gratter 3 ou 4 followers. Non. Ici, ce que tu vois là, c'est la puanteur économique. Bon, euh, bon, disons même, bon, la Russie, peut-être, c'est trop demandé. On va comparer la France. Bon, on a déjà vu avec l'Angola que l'Angola fait mieux que la France. On va analyser, par exemple, ouais, le Mali, par exemple. Pourquoi pas? On va analyser ces graphiques. Le commerce avec le Mali, qu'est-ce que ça va donner? Le Mali sera en rouge et puis la France, c'est en noir. Qui nous donne les graphes? Ben voilà, le Mali fait encore pire, mais par contre, moins pire que la France. Hein. Regardez 2020, depuis euh, Kassimi Goïta a pris le pouvoir, on voit que malgré toute la crise, parce qu'il faut savoir que le Mali est en état de détresse. Et la France a coupé tous les avoirs. Tout leur a été confisqué. C'est-à-dire le gel de leur or, de tous leurs biens et autres, bouclés, complètement enfermés par la France. Mais malgré ça, le Mali arrive quand même à faire moins bien que la France, qui, soi-disant, est, on dirait quoi, restable. Hein. 2020, Semi Goïta a pris ici, donc elle était excédentaire, et puis c'est là que les problèmes ont commencé. Non, Assimi Goïta, c'est en 2022 ou 2021, je crois. Voilà. Pourtant, le Mali est là, en rouge, moins 1 milliard et quelques. La France, toujours pire. Pire de chez pire, les amis. Voilà la réalité de la France. Je peux comparer encore euh, avec un autre pays, par exemple, Burkina Faso, pourquoi pas? On va comparer avec le Burkina Faso, pourtant des pays à problème. Hein. On s'entendrait qu'à ce que ces pays s'effondrent, mais on sera tous surpris que ce n'est pas du tout le cas, contrairement à ce que les médias nous vendent. Regardez la balance du Burkina, les amis. Le Burkina est en rouge. Regardez. Le Burkina, depuis l'arrivée de Ibrahim, son Excellence, le président Ibrahim Traoré, regardez ce qu'on constate. Et même le Burkina, malgré que ses avoirs sont gelés, malgré un embargo, malgré les terrorismes dont ils sont flagellés en pleine face, regardez le Burkina Faso, excédentaire. Hein? Ou la France. Grave, n'est-ce pas? Par contre, le graphique, par contre, nous montre que ils ont eu accès aux data du Burkina Faso qu'à partir de 2005. Une petite jambe, une petite pointe de déficit. En, on voit que 2 pointes de déficit là et là, 2005, et puis voilà, et puis aux environs, ouais, 2008, et puis ouais, 2008, c'est la crise des subprimes. Ça, tous les pays ont dû, et puis 2013. Et puis dès là, l'économie s'est pourtant bien portée. Et je tiens à rappeler pourquoi je compare le Burkina Faso, le Mali et autres, pour te montrer que malgré qu'ils n'ont pas leur propre monnaie, hein, parce qu'il faut savoir que ces pays de l'Afrique francophone n'ont pas de monnaie. Tout est fabriqué en France. Et ils subissent tout le temps le massacre, ils subissent tout le temps du suicide de la guillotine économique de la part de la France. Je peux prendre aussi le cas du Niger. On constatera aussi, bon, je ne sais pas, hein. Je fais ça au pif, hein, comme ça, tu vois comment est-ce que ça marche ici. On attend que ça charge et tout et qu'on sort. En fait, c'est grave. Il montre vraiment la réalité de la France à l'état actuel. La réalité de la France, dont on essaie tout le temps d'inventer, dont certains élites politiques, pour pouvoir justement se détacher justement de cette culpabilité ou bien d'essuyer justement la responsabilité de l'échec, va pour autant inventer
France la belle, France la belle. C'est grave, non? Donc, on voit bien qu'on est loin du fantasme qu'on essaie de nous faire vendre. Et c'est dont les médias en parlent. Ici, vraiment, on est dans la réalité économique de la France. Et tu entends ça tout le temps à la télé, à la radio. Mais on essaie toujours de faire passer ça par des mots compliqués pour éviter justement d'alarmer le public. On est sur l'économie, les amis. Et c'est sur ce qui fait vivre tout un pays. C'est de la réalité. On a vu la comparaison entre l'Allemagne et la France. C'est que les Allemands n'exploitent pas 15 pays d'Afrique. Ils bossent, eux. Par contre, la France, avec toutes les richesses qu'elle vole, qu'elle pique, qu'elle délapide, elle ne parvient pas à être. Où va cet argent? Ça, les graphiques là que tu es en train de voir, ça te montre vraiment la compétence, l'incompétence des dirigeants et tu votes au pouvoir. Des brels en finance, des putains de cougniers en économie, excuse-moi du terme. On a tous une preuve ici. On se souvient très bien de Bruno Le Maire, n'est-ce pas? Et tu comprends pourquoi est-ce que je l'appelle ministre de l'effondrement économique. Il se moque de la Russie. Mais voici le résultat. Comparons la Russie. Regardez la Russie depuis l'entrée en Poutine au pouvoir. On voit que sur le graphique, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Poutine est rentré au pouvoir, disons, je dirais, dans les années 2000, hein, si je ne me trompe, comme on peut le voir dans le graphe, dans les années 2000. On voit bien que l'économie russe était vraiment catastrophique. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment catastrophique. Hein. On ne peut rien y faire. Et puis, depuis que Poutine est au pouvoir, ça, on compare la balance commerciale, c'est que Poutine vend, et puis la France. Hein. Poutine est là en 99-2000, et puis hop, on est parti. Et ça commence à partir. Bon, il y a eu une petite jambe de baisse, 2002, et après, il n'y a eu que le rebond, des rebonds, des rebonds, des rebonds, des rebonds, des rebonds. Il y a eu des hauts et des bas, parce qu'ils étaient tout le temps sous embargo de l'Union européenne, n'oublie pas, parce qu'il y a eu une guerre en Crimée, et tout et consort, l'annexion de la Crimée. Bref, ils étaient sous embargo économique. Mais malgré, regarde aujourd'hui où se situe l'économie russe. Ici, on te parle à partir de 2021, au moment où ils ont lancé l'opération militaire russe, russe en Ukraine, pour éviter à ce que l'OTAN ne puisse poser ses missiles en Ukraine. Et voilà l'économie russe. Et on était par là. Tu te souviens de ce que Bruno Le Maire disait? C'était ici, hein, 2021. Voilà. 2022, ouais, 2022. Qu'est-ce que Bruno Le Maire dit? Que je mettrai à genoux l'économie de la Russie. Regardez comment est-ce qu'elle est diamétralement opposée. En 2022, la Russie vend 233 milliards. 233 milliards, 18 millions, 500 000. Et la France, c'est quoi? Perte, un déficit de 59 milliards. Non, dit-on. Ceux qui disent oui, le pays est grand, par-ci, par-là, la France a un grand territoire, mais la Russie est de loin plus grand que la France. Qu'est-ce que vous allez dire face à ça? Maintenant, comment est-ce que l'économie de la France résiste malgré qu'elle est en déficit depuis quoi, 25 ans? La France n'a qu'un seul actif et c'est l'Afrique francophone. C'est son seul actif, c'est tout. Je me souviens, il y a un rigolo qui me disait que oui, mais tu oublies que la France est un grand pays et que son PIB est trop gigantesque, que tous les pays dont tu es en train de comparer autres. Donc, c'est normal qu'il ait autant de déficits parce qu'elle a beaucoup de charges. Mais moi, je dis toujours que le PIB, on s'en fout un peu. Pourquoi? Je fais une parenthèse ici. Attention, l'argent des multinationales n'appartient pas aux Français, n'appartient pas à l'État français. Ça appartient aux privés, ça appartient à des oligarques privés. À ne pas confondre. Donc, je disais quoi? Tu peux avoir un énorme PIB, mais à quoi ça sert si tu es super endetté? Le PIB, c'est comme le chiffre d'affaires dans une entreprise. D'ailleurs, il y a des sociétés qui te font quoi, plus de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On peut considérer que le PIB par salarié, donc l'ensemble, ça fait 1000 milliards, mais qui en même temps ont, par exemple, 5000 milliards de déficits. Maintenant, à quoi ça sert ça? Ne faut-il pas mieux avoir une société qui fait plutôt, disons, c'est un exemple aléatoire, 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui te fait 500 000 euros de bénéfices. N'est-ce pas mieux ça? Qui d'avoir une société qui te fait 1 million de chiffre d'affaires et qui a, par exemple, 2 millions de bénéfices. Ça sert à quoi ça? Parce que ce qui compte de toute façon à la fin, c'est de savoir est-ce que tu es excédentaire ou déficitaire. Tu as des sociétés pendant la crise de subprimes qui se sont cassées la gueule et en même temps, ils ont disparu. Hein. Je pense que
Les gens oublient très vite. Qui se souvient encore de toutes les grosses banques prestigieuses américaines avec des chiffres d'affaires qui te donnent du tournis, qui te donnent du vertige? Où sont-elles aujourd'hui? Elles n'existent plus. En Europe, qui se souvient encore de Dexia? Bon, Dexia Bank en Belgique. Elle était en faillite. Elle devrait disparaître. Si ça n'a été l'intervention du gouvernement belge qui a mis sa main mise, qui a mis la main dans ses poches pour limiter la casse. Puis ils ont changé le nom de la banque qui est devenue Belfius Bank et aujourd'hui, c'est l'État belge qui est actionnaire à 100% via la Société fédérale euh, des participations et d'investissements, je ne sais pas, SFPI, un truc comme ça. Imagines-tu cela? Bon, un État qui est actionnaire à 100% dans une banque commerciale. Bon, je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça vraiment un peu rigolo parce que ça laisse vraiment la porte ouverte à toutes sortes de boulevards, de corruption, vraiment, corruption énorme. Bref, la question à se poser au niveau du bilan est quel est le résultat à la fin de l'exercice. Et pour le cas de la France, comme on l'a vu avec le graphique 1, la France est un pays en dépôt de bilan depuis 1999. C'est pas moi qui le dis, c'est Eurostat qui nous le dit. Ce n'est pas un site panafricain ou un site qui travaille contre les intérêts de la France, non. C'est un site financé par les États de l'Union européenne eux-mêmes. Avec la France, on constate une permanence, une constante dans la médiocrité financière, dans la médiocrité économique, des brels en économie. Ce que je suis en train de te montrer ici est le résultat de la France qui alarme tous les économistes depuis des décennies. Bruno Le Maire l'a dit, nous étions à 3 000 milliards de dettes, donc à peu près 112% du PIB. Et ce résultat est ce que tu entends tous les jours à la radio, dans le TV, mais sans comprendre au fait de quoi on est en train de parler. Le déficit français est là. Quand Nicolas Sarkozy te parle des dépenses publiques, eh bien justement, c'est ce que tu as là devant l'écran là. Et tous les ministres de l'économie et de la finance ont alerté sur ça, sur ce que tu es en train de voir là à l'écran. Est-ce que c'est là la France glorieuse? Mais non. Pourquoi, malgré cette puanteur économique, la France reste attractive? Ou du moins, pourquoi est-ce que, je dirais, l'économie française résiste malgré qu'elle est en déficit depuis quoi, 24 ou 25 ans? C'est simple, justement. Ce sont les réserves en or des pays africains qui sont sous la guillotine du franc CFA. La France, un pays surendetté, mais qu'est-ce qu'il a fait tenir aujourd'hui? Pourquoi, malgré que la France soit endettée, elle continue d'augmenter les paiements de ses ministres et fonctionnaires? C'est parce que justement, elle récupère les 400 milliards d'euros de toutes ces colonies d'Afrique française pour justement réduire son déficit ou histoire d'écorcher justement son déficit. Comment la France continue justement d'être endettée malgré le pillage de l'Afrique? Fais une pause ici et réponds-moi. Comment ça se fait? Et je tiens à préciser la nuance ici, c'est que la France n'est pas en déficit parce qu'elle pille l'Afrique. Non, ça n'a rien à voir. Eurostat nous montre simplement ici la situation réelle de l'économie française mois après mois. Bien évidemment, les 400 milliards d'euros qu'elle récupère chaque année des pays de la zone franc CFA viennent simplement réduire le fossé de son déficit. Mais malgré cela, elle reste toujours en déficit. C'est comme par exemple, hein, j'ai une copine, ma copine par exemple disons que ma copine aime beaucoup faire du tiramisu. Donc pour faire du tiramisu, elle a besoin des ingrédients, mascarpone, elle a besoin du café, elle a besoin des biscuits, euh, elle a besoin, euh, bref, quelques ingrédients, elle a besoin aussi de la crème, bref, enfin, la crème, elle a déjà, bref, tous ces ingrédients dont elle a besoin. C'est que ces ingrédients, elle les a dans son champ, dans son jardin. Elle n'a pas besoin d'aller acheter ça à l'extérieur, tu vois. Et imagine que ce jardin, justement, ce sont les pays africains. Maintenant, imagine que toi, tu veux aussi faire du tiramisu pour aller vendre, sauf que tu viens te servir, tu viens acheter tes ingrédients, par exemple, le mascarpone, les biscuits, les cafés, tout comme ça, tu viens l'acheter dans le jardin euh, de ma copine. Elle te facture pour ça. Elle qui a ses ingrédients, elle, naturels, dans son jardin, elle ne débourse pas grand-chose, mais malgré cela, son, quand elle fait son tiramisu et qu'elle va vendre, elle fait moins d'argent que toi qui viens acheter justement les ingrédients chez elle pour aller vendre sur le même marché. On constate que toi, tu fais plus d'argent que moi.
Tu vois, c'est un peu ça avec la France. Ou bien c'est comme une pizzeria qui gère, c'est comme une personne qui gère sa pizzeria. Une pizzeria qui est en déficit et qui va, par exemple, racketter justement les autres magasins du coin pour boucler le trou de son bilan. Et malgré l'argent volé, malgré l'argent du pillage, malgré l'argent du rackettage, malgré le bien mal acquis, eh ben, cette personne reste toujours dans, reste toujours en déficit. Hein? Les autres pays de l'Union européenne n'ont pas l'Afrique pour réduire justement le fossé de leur déficit. Mais malgré cela, comment font-ils alors pour toujours contrôler leur économie? Cela justement démontre l'incompétence permanente des dirigeants français, des vrais cougniers en économie, des tocards en finance. Par contre, ce sera le même Français qui te considère nul parce que tu ne sais pas parler français. C'est le même Français qui ne veut pas t'engager parce que tu as un accent dans ton langage oral. C'est le même Français qui considère que tu ne sais pas, enfin, que parce que tu n'as pas, parce que tu ne fais pas Sciences Po ou bien HEC ou bien les grandes écoles prestigieuses, tu ne peux pas être dans les hautes fonctions administratives du pays. C'est ce même Français qui considère parce que tu n'as pas fait l'ENA, l'École nationale d'administration, donc il est impossible pour toi d'avoir accès à des postes d'autorité dans l'administration. Pourtant, ceux qui gèrent le pays ont toutes et tous fréquenté les hautes écoles prestigieuses. Mais regarde le résultat. Depuis 1999, depuis le 2000, la France n'a été que déficitaire. Et ce sont les mêmes. Hein? Ce sont les mêmes. La production du peuple français vendu à l'extérieur fait que l'entreprise France, enfin, c'est un exemple hein, pour comprendre le PIB, eh ben, cela fait que elle est toujours en déficit tous les mois. Et je vais encore rappeler, c'est que les médias ne cessent de rabâcher tout le temps. Tu entends souvent que la France est endettée à hauteur de 112% de son PIB. Qu'est-ce que cela veut dire? Fais une pause, mets-moi ça dans les commentaires. Ben, cela veut dire simplement que même si tu vendais la totalité de la production des richesses, tu ne solderas jamais ta dette. Un ministre de l'économie français du temps de Sarkozy l'a déclaré, a sonné l'alarme, a dit que en vendant, c'est-à-dire même en vendant les actifs immobiliers de tous les territoires français, c'est-à-dire que tu as euh, que là, tu as déjà, c'est-à-dire tu as donné tout ce que tu as comme actif immobilier et aussi tout ce que tu avais en monnaie, en or, quand je parle d'or, y compris ce qui vole dans son pré carré en Afrique, et qu'en plus, tu vendais, par exemple, tu vends aussi la Tour Eiffel, euh, tu vends tous les biens publics, tu vends euh, les Champs-Élysées, tu vends toute l'avenue des Champs-Élysées, tu vends le musée Louvre, tu vends tous les châteaux de la France. Bref, tous les biens publics. Tu sais quoi? Il resterait encore à la France, tiens-toi bien, il resterait encore à la France plus de 1100 milliards d'euros à rembourser. Et c'est ça qu'on parle quand on te dit que la France est à 120%, 110%, 108% de son PIB. C'est de ça dont on parle. Parce que si tu le veux, voilà les dirigeants et tu votes au pouvoir. Tous les jours, on t'explique que la France est en déficit. Voilà le problème. Dans cette pionnière économique, la France arrive quand même à quoi? À rassurer ses créanciers. Pour ça, quand même, coup de chapeau quand même. Comment est-ce qu'ils arrivent à rassurer ses créanciers? C'est quoi d'abord un créancier? Un créancier est une personne à qui quelqu'un doit de l'argent, une somme d'argent quelconque. Autrement dit, un créancier est une personne morale, ça peut être morale, une entreprise, ou physique, toi ou moi, c'est-à-dire qui détient un droit à être payé sur une autre personne appelée débiteur. Voilà. Donc, que fait la France? La France arrive à les rassurer en les persuadant que, écoute, je suis la France, j'ai des réserves d'or et j'ai pille dans mes 14 champs 14 pays africains francophones qui sont ma propriété. Et si tu veux, eh ben, je vais te donner des mines à gogo, je vais te donner des terres arables, je vais te donner des hommes qui vont travailler pour tes industries gratuitement et tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras même faire travailler tous mes négros gratuitement afin d'amortir justement une partie de la dette que je te dois. Tu peux même faire de la chasse à l'homme à volonté en chassant ces putains de négros. Après tout, ils ne se révoltent jamais parce que je les contrôle en esprit
psychologiquement, spirituellement. Et c'est comme ça. On se retrouve avec une conférence, tu vois, que la Chine vient en France. On se retrouve avec des conférences, des sommets, Liban, France, Allemagne, France, États-Unis, France, euh, Italie, France. Bref, les investisseurs affluent pour faire un contrat avec la France. Parce qu'il faut savoir que la Chine détient une grosse partie de la dette française. Alors, quand la Chine vient en France, ce n'est pas pour les beaux yeux de Macron. Écoute, je détiens une partie de ta dette, mais toi, apparemment, tu n'es pas solvable. Comment est-ce qu'on va faire là? Bah, écoute, ça va, tu sais quoi? Bah, je te donne accès quand même au marché africain, mais fais attention à ne pas prendre tout quand même. Hein. C'est comme ça se passe. Nul n'entre dans son précaré, dans le précaré de la France, sans avoir l'autorisation de la France. Et voilà comment tous ces investisseurs affluent pour exploiter les richesses de l'Afrique. À cause de cette puanteur économique de la France, tu comprends maintenant pourquoi est-ce que la France a du mal à ce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger retrouvent leur souveraineté. C'est ce que les statistiques montrent, c'est que la pauvreté de l'Afrique francophone est la garantie pour la richesse de la France. D'où le fameux refrain. Tu te souviens que tous les présidents normalement français qui accèdent au pouvoir ont tendance à nous rabâcher tout le temps. Nous garantissons la convertibilité du franc CFA, n'est-ce pas? En gros, nous garantissons la pauvreté des pays de la zone franc CFA. Pour clore justement cette partie, je tenais à te montrer déjà vers où va tendre la France avec cette mauvaise gestion économique dont fait montre tous ces soi-disant intellos sortis des autres écoles. La France sera comme le Portugal. Regarde-moi ça. Regarde les images. Les images parlent d'elles-mêmes ici. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est pas moi qui dis, hein. C'est la revue, voilà, africmag.net. Regarde, Angola, les nouveaux colons portugais. On est déjà en 2015, les amis. Qu'est-ce qu'on voit ici sur l'image? Oficina de Empleo, donc Office national de l'emploi. Les Portugais qui font la file pour pouvoir chercher de l'emploi. Non content d'être, hein, on lit l'article, non content d'être, j'ai lu l'article, non content d'être la principale destination des émigrés portugais. L'Angola est également l'un des principaux investisseurs de l'ancienne puissance coloniale, ne se gêne pas de les Portugais viennent profiter de la folle croissance dont le pays a fait preuve dans la première décennie pré-guerre civile. Les travailleurs portugais qui viennent chercher de l'emploi. C'est de ça vers quoi va tendre la France. Je sais que beaucoup sont en train de rigoler. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Des milliers de Portugais sont là. Ils font la queue hein, à l'Office national de l'emploi pour renouveler leur titre de séjour, chercher du travail. Parce qu'en Angola, le salaire est 10 fois plus élevé qu'au Portugal. Et voici ce que je vois là. C'est pas une blague. Hein. On ne blague pas avec l'économie. Ce n'est pas des fantasmes, l'économie. On est sur du concret. Maintenant, quand j'entends certains dire que non, ne te mêle pas de la politique, il suffit de rester calme, occupe-toi des autres trucs. Mais si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de ta vie, mon cher. Le Portugal, premier pays esclavagiseur du monde, esclavagiste du monde, si ça se dit. Première puissance économique dans le passé avec le commerce d'esclaves dans tous les quatre coins de la planète. Un jour, qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Le Portugal a fait exactement ce que la France est en train de faire aujourd'hui, ce que la France est en train de faire déjà depuis 2000, l'année 2000. Puis il y a eu la guerre en Angola avec des massacres des locaux comme tu ne peux même pas l'imaginer. Une abomination terrible. Et puis l'Angola a dit niet, niet. Stop, on veut notre souveraineté. Et avec l'aide de la Russie et de Cuba, ils se sont débarrassés des portes. Par contre, il y a un truc par contre que je n'ai jamais compris, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Angola a gardé le portugais comme langue nationale, alors qu'il y a plein de langues comme Congo, le Ubundu, un truc comme ça. Mais il y en a plein de langues qu'il aurait dû garder pour faire le taf. Mais bon. Par contre, le Mali, le Burkina Faso, le Niger l'ont fait. Bon, l'Angola a décidé quand même de pérenniser justement une langue qui a asservi son peuple dans la cruauté que tu ne peux même pas imaginer. Voilà, ils sont là en train de faire la queue pour renouveler leur titre de séjour. Moi, en tout cas, je ne souhaite pas ça hein, pour le français, le peuple français de ma génération. Mais ceci te montre quand même, toi-même, tu vois vers le précipice où tes dirigeants sont en train de te conduire. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je sais qu'il y a toujours des rigolos. Hein? Moi, je ne cesse de le dire. Il ne faut jamais compter sur l'aide. Prends toujours ta vie financière en main et commence à t'éduquer sérieusement dans le business, dans l'investissement.
pour éviter justement cette catastrophe. Regarde en Angola. Est-ce que tu as vu un noir dans la file? Regarde bien, regarde bien. Est-ce que tu as vu un noir dans la file? Il ne faut pas s'amuser avec les chiffres. Hein? Regarde ceci, regarde ce que RTBF, regarde ce que RTBF est en train de dire. C'est pas des rigoleux. Hein? Ils pensent que les jeunes qui sont en train justement d'immigrer, et là-bas, ils sont en train d'immigrer là-bas, mais comme les Européens ont cet ego surdimensionné, ils disent que ce sont des expats. Mon cul, hein? Expat, toi. Expat, c'est lorsque l'entreprise t'envoie à ses frais pour aller travailler à l'étranger. Mais toi, tu es en train de fuir une situation économique désastreuse. Tu es immigré au même titre que les immigrés qui quittent l'Afrique qui est terrorisée par les terroristes pour venir en France. Parce que tu fuis une situation quelconque. Tu ne fuis pas simplement la mort ou la guerre, mais ça peut être aussi économique hein, ou même climatique. Regarde ce que RTBF dit. C'est une longue file d'attente qui se forme tous les matins devant le consulat d'Angola à Lisbonne. Des femmes, des hommes et beaucoup de jeunes sont portugais. Ils cherchent à quitter leur pays pour un avenir meilleur à 5800 km de là. La plupart sont sans travail, comme Ivo. Il a 27 ans. Un jeune, hein, comme nous, comme moi et toi. Il est informaticien de formation et n'a jamais eu de travail fixe. Ici au Portugal, c'est Hugo qui le dit. Non, parce qu'ici, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est vraiment compliqué d'en trouver. Les entreprises ne recrutent pas, elles ferment des postes. La seule solution, c'est de sortir du pays, raconte. Bureaucratie. Ivo a choisi de partir pour l'Angola parce qu'il est assez pour un Portugais de trouver du travail. Pour peu qu'il soit prêt à faire la file devant le consulat et surmonter les obstacles bureautiques que les autorités angolaises ont mis en place pour limiter l'afflux d'étrangers, mais pas de quoi empêcher Ivo de partir. D'ailleurs, la plupart de ses amis ont déjà pris le chemin de l'exil. Oui, oui, oui. En Angola, j'en connais plusieurs qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas de boulot ici. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux 3 fois par an pour voir leur famille. Le reste du temps, ils sont en Angola et envoient de l'argent ici. En un peu moins de 5 ans, ce sont près de 700 000 Portugais qui ont choisi d'émigrer. Les amis, qui entendent ça? Luanda, l'Angola est un pays où il fait extrêmement bon à vivre. Mais l'Occident ne va jamais projeter ça sur vos télévisions et autres. Hein. Jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? C'est normal, hein? Tu fais la promotion de ton jardin, tu ne veux pas aller faire la promotion du jardin d'autres. Ça, je peux comprendre. Le niveau de vie en Angola est supérieur au niveau de vie aux États-Unis. Penses-tu que ces jeunes, Ivo, avaient voulu ça? Non. Et si aujourd'hui le Portugal n'est pas encore effondré, il faut savoir, c'est parce que depuis maintenant, si ma mémoire est bonne, 15 ans, les Angolais rachètent la dette portugaise et investissent massivement au Portugal. C'est pour ça que le Portugal ne fait que tenir pour le moment. Pourquoi le Portugal en arrive là? Normalement, en tant que pays colonisé, c'est l'Angola qui devrait justement aller faire la file justement au Portugal, non? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est surréaliste, mais les chiffres, les chiffres sont là, les amis. Les chiffres sont là. Je vais encore, voilà, l'Angola investit au Portugal. C'est le Figaro, hein, un magazine traître. C'est le Figaro, le magazine qui supporte même l'impérialisme français. L'Angola investit au Portugal, les amis. On est déjà en 2011. Les rôles se sont inversés entre l'Angola et le Portugal. L'essor économique de l'ancienne colonie africaine ravagée par une longue guerre civile lui permet désormais de s'intéresser à des acquisitions dont l'ancien pouvoir colonial affaibli par la crise de la dette. Et le premier ministre portugais Pedro Passos Coelho devrait se transformer en représentant des commerces pour promouvoir les entreprises publiques qu'il entend privatiser. À l'occasion d'une visite à Luanda mercredi. Je n'ai pas d'autres exemples d'endroits où ça s'est passé comme ça. Analyse Pedro Cerebra, un chercheur à l'Institut portugais des relations internationales, IPRIS, à Lisbonne, contacté par téléphone. Tunisie et l'Algérie ont bien des entreprises solides qui opèrent en Europe, mais cela n'a rien à voir avec les investissements de l'Angola que nous voyons au Portugal. Et je suis sûr que nous allons voir beaucoup plus d'achats d'actifs portugais par l'Angola dans un proche avenir, remarque-t-il. L'économie portugaise devrait se contracter de 2,8% en 2012, tandis que le produit intérieur brut de l'Angola, pays riche en pétrole, devrait croître de 12%. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Luanda a de l'argent en caisse alors que Lisbonne est contrainte de privatiser à tout va. En vertu de son accord passé en mal avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international FMI, elle doit céder tout ou partie de la compagnie aérienne TAP
de Energia de Portugal ou de la banque BNP. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu peux lire l'article, regardez, ils sont là. Maintenant, il dit, par contre, les Portugais, les entreprises telles que Sonangol ont plusieurs milliards de dollars inexpliqués dans des livres de comptes selon l'ONG anticorruption Global Witness. Les Portugais devraient se poser des questions sur l'origine de cet argent investi chez eux, avance l'activiste anticorruption. Oui, en fait, c'est que les Angolais font, en fait, ils ne vont pas aller se présenter là et puis pour investir comme ça. Ce qu'ils font, ils créent des sociétés écrans dans lesquelles ils placent des Portugais devant comme administrateurs, comme directeurs et autres. Et puis, ils sont là derrière. Toi, tu vois des sociétés qui viennent investir. En image, on te présente que ce sont des blancs, tout et consorts. Mais derrière, le chef qui est au-dessus, ben, c'est l'Angolais qui tire le ficelle. Voilà, c'est qu'attend euh, voilà ce qui arrivera en France. La France, c'est un mythe. On ne sait rien faire en France. On ne sait même pas, on ne sait pas vendre. De toute façon, la vente est perçue très mal et diabolisée en société. Hein? Qu'est-ce qu'on vend ici? Personne ne veut des Peugeot, personne ne veut des Renault, personne ne veut des Citroën. Les gens préfèrent les Allemandes, les voitures allemandes. Des brels en économie. Voici le résultat. Bon, que veux-tu dire? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Car